Bonsoir à tous et bienvenue au Centre évangélique du Lamentin pour une semaine de réflexion autour d'un thème qui nous interpelle, chrétiens évangéliques dans un monde en mutation. Nous commencerons ce soir notre réflexion sur tout ce qui concerne le numérique. Mais permettez-moi déjà de vous dire en introduction que les progrès des sciences et techniques, les réseaux sociaux, l'intelligence artificielle, les biotechnologies médicales sont considérables. On assiste aussi à l'évolution des valeurs morales, l'aide à mourir, GPA, PMA, LGBT+. Et toutes ces évolutions nous posent un véritable dilemme dans nos choix éthiques en tant que croyants. Et nous essaierons tout au long de cette semaine de réfléchir sur notre positionnement en tant que chrétiens évangéliques face à toutes ces transformations. L'objectif de notre séminaire, ce sera de vous offrir des réponses pour mieux appréhender des changements dans notre société et nous permettre d'inscrire notre engagement dans cette société avec sagesse et sans compromis. Nous allons avoir plusieurs intervenants. Notre jeune frère Sullivan Agésilas, qui est ingénieur en HIM, c'est-à-dire en informatique, interaction, homme-machine, et qui est aussi conférencier au ministère de l'Éducation. Nous recevrons aussi notre frère Samuel Delma, qui est médecin au centre hospitalier de Mangovulsin, le pasteur Georges Zoror, pasteur à la mission chrétienne, et moi-même, pasteur Duno, le dernier jour. Donc, pendant 4 soirs, nous allons réfléchir sur un certain nombre de thèmes, et samedi, nous prendrons le temps pour un grand débat où vous aurez la parole. Mais je reviendrai là-dessus à la fin de ce moment. Donc, je voudrais sans plus tarder inviter notre frère Sullivan Agésilas autour du thème « Déconnexion pour reconnexion, les effets de casino numérique sur nos vies ». Puis Dieu bénir encore ce temps de séminaire et notre écoute. Nous aurons d'abord un temps d'exposé magistral et ensuite un temps sera accordé pour que vous puissiez poser des questions. Sans plus tarder, je laisse la place à notre frère Agésilas Sullivan. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Ça fait plaisir de vous voir. On est quand même plutôt nombreux pour une fin de journée, quand même à 18h30 après une bonne journée de travail. Ça fait plaisir de vous voir, je suis content d'être là. Alors, déconnexion pour reconnexion, je vous donnerai l'explication à la fin. Mais d'abord, qui suis-je pour parler du numérique ? Alors, je suis un chrétien baptisé. Je me réunis, je vais à l'église du Bon Berger, je suis membre de l'église du Bon Berger. Mais le Seigneur m'a travaillé, on va dire, vis-à-vis des écrans. J'ai eu beaucoup de difficultés à gérer les écrans. J'étais accro à tout, aux jeux vidéo, réseaux sociaux, etc. Et à travers l'éducation, à travers même mes études, il m'a amené à me détacher de tout ça. Il m'a amené à dominer les écrans. Aujourd'hui, je les utilise sans qu'ils m'utilisent. Et c'est ça le problème. On est dans une société, il y en aura toujours plus, mais on ne doit pas être dominé par eux. Donc, je suis devenu, à travers le plan de Dieu, ingénieur en IHM. Alors, par exemple, sur un site d'achat quelconque, je me charge que le bouton « Acheter » soit plus facile à trouver. Par contre, si vous avez un problème quelconque et que vous voulez vous plaindre auprès du vendeur ou quoi que ce soit, je peux rendre la tâche tout de suite plus compliquée. Voilà, on appelle ça un dark pattern, un mauvais chemin en anglais. C'est ça le but. Et on peut concrètement manipuler votre comportement. Bon, je suis du bon côté, je suis un gentil, je vous donne les informations. J'étais littéralement esclave des écrans. Parce que on ne peut pas
En fait, on est esclave de nos passions naturellement en tant qu'homme. Dans 2 Pierre 2, verset 19, la Bible dit « Ils leur promettent la liberté, alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves des passions qui les mènent à la ruine, car tout homme est esclave de ceux qui a triomphé de lui. » Et c'est vrai. J'étais totalement esclave, et quand on est esclave des écrans, on ne peut pas être esclave de Dieu, on ne peut pas être un serviteur de Dieu. Dans Matthieu 6, verset 24, la Bible dit « Personne ne peut servir 2 maîtres, car il détestera le premier et aimera le second. Ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. » Et aujourd'hui, je suis content d'être un serviteur de Dieu, libéré de tout ça. Et je vais vous expliquer comment on peut s'en sortir face aux écrans. Alors d'abord, on va faire un rappel à la table des matières, sur le plan. On va voir notre situation. Donc, dans quelle situation nous sommes aujourd'hui, ce que nous vivons. Quels sont les problèmes qu'elle génère, notamment dans la famille, on va le voir avec les relations. Je vais vous donner aussi des techniques, comme d'habitude, très pratico-pratiques, très simples à mettre en place et qui, petit à petit, vont vous aider à reprendre le dessus. Et nous allons, dans la conclusion, nous rappeler de la marche à suivre pour lutter contre les addictions. Alors, notre situation. Notre situation est vraiment grave, en fait. On ne s'en rend pas compte, mais elle est vraiment grave. Je prends un exemple un peu extrême, celui d'un alcoolique dans un bar. On est d'accord. Si une personne est alcoolique, c'est qu'elle aime boire. Si elle aime boire, l'emmener dans un bar, c'est la soumettre à toutes sortes de tentations. Il y a des verres, il y a tout ce qu'il faut, il y a tous les moyens d'être tentée. Et plus elle essaiera de rester forte dans un environnement comme celui-là, plus ce sera facile pour elle de craquer. Notre situation est similaire, on va dire. Nous sommes soumis en permanence à des tentations. Là, j'utilise mon téléphone, par exemple. Et ces appareils sont toujours plus performants, font toujours plus de choses, proposent toujours plus de choses. Et même quand on sort, nous avons cette tentation sur nous parce que dans l'exemple que j'ai pris, une fois sorti du bar, c'est plus facile de résister. Sauf que quand on a le téléphone sur nous, même quand on est sorti du bar, c'est compliqué de résister. Et c'est ça notre situation. La tentation ne nous lâche pas en fait. Alors, on va faire un petit tour dans notre cerveau. Rassurez-vous, ce ne sera pas trop compliqué. On va reparler des neurotransmetteurs. Alors, ils sont essentiels au fonctionnement du cerveau. Notre cerveau est composé de cellules, des neurones. Entre elles, il y a un espace. Pour franchir cet espace et transmettre le message, il faut donc un neurotransmetteur. C'est un messager. On peut le voir sur l'image. Les petites billes entre les deux cellules, c'est ça un neurotransmetteur, tout simplement. On va s'intéresser à celui que les grosses entreprises utilisent pour nous manipuler. La dopamine. Normalement, certains doivent se rappeler ce que c'est. C'est quoi la dopamine? C'est le motivateur, c'est le neurotransmetteur du plaisir. C'est le neurotransmetteur de la motivation. Par exemple, c'est lui qui nous encourage quand on a réussi quelque chose de difficile. Je prends un exemple, je n'ai jamais fait une vidange, je regarde sur des vidéos, je ne sais pas faire, je cherche, je finis par y arriver. Là, j'ai ma dopamine. Là, j'ai ma dose. Et là, je suis encouragé à recommencer. C'est littéralement la motivation, le mouvement. Donc, dopamine, plaisir, motivation, j'utiliserai ces 3 mots indifféremment, ça veut dire la même chose. La dopamine n'est pas mauvaise en soi, mais elle soulève certains problèmes quand elle est utilisée contre nous. Je vais prendre l'exemple d'un casino. Qui est déjà allé dans un casino?
Heureusement que vous n'êtes pas trop nombreux. Parce que je me suis dit, des chrétiens dans un casino, Seigneur. Non, c'est vrai. Hein? On va pas très. Ah oui, c'est trop brillant. Bon. Le casino. Le casino est très intéressant parce que c'est un lieu dans lequel, dès qu'on entre, on a un océan de choix. Des plaisirs à tout va, la roulette, le blackjack, le poker, ce que vous voulez. Et c'est pour ça que j'ai pris le titre Casino numérique. Nous avons accès à tout, tout le temps, peu importe la forme de distraction. Normalement, comme dans mon exemple de la vidange, il faut produire un effort pour obtenir un résultat, et ce résultat donne une récompense. Et c'est comme ça qu'on avance. Sauf que les grandes entreprises de ce monde l'ont compris et elles nous ont retiré l'effort. Si je vais sur Instagram, je ne choisis pas ce que je vois en premier. Pareil pour TikTok. TikTok, c'est pire, la vidéo se lance toute seule. Je n'ai même pas choisi. Et on s'habitue à ça. On s'habitue à ne plus produire d'efforts pour obtenir une récompense. Et vous savez que le cerveau, il est très malin. S'il compare deux activités et qu'il voit qu'il y en a une qui demande beaucoup moins d'efforts pour beaucoup plus de résultats, il va naturellement privilégier celle-là. C'est pour ça que faire un exercice de maths, mais c'est pénible à côté d'aller sur Instagram. Ou faire du sport, mais faire du sport. Je peux rester dans mon lit avec mon téléphone, mais je vais faire du sport. Votre cerveau ne va jamais vous dire, si vous vous levez, tiens, il est 6 heures du matin, si on faisait un petit footing là, comme ça, on met les chaussures, un petit footing. On est d'accord? Il ne va jamais vous demander de faire ça. Et quand il a pris l'habitude, on peut le voir sur le graphique des mauvaises habitudes, quand il l'a prise, c'est une catastrophe. Parce que on ne voit pas bien, mais bon, avec les couleurs, il y a l'effort est en jaune, la récompense est en bleu. Dans le premier cas, parfois, on produit beaucoup d'efforts pour une récompense qui n'en vaut pas la peine. C'est comme ça que le cerveau nous apprend à faire des choses utiles et efficaces. Mais on a pris l'habitude, aujourd'hui, d'être dans la deuxième colonne. On ne fait rien et on obtient énormément de résultats. Et le problème, c'est que c'est automatique pour lui. C'est automatique parce que maintenant, il ne voudra plus rien faire. Parfois, j'entends, il ne veut pas faire ses devoirs, ou il ne veut pas passer le permis ou autre. Et c'est vrai, notre cerveau il va automatiquement nous dire, ben, tu as ton téléphone. Il se déverrouille en une demi-seconde et c'est fini. Un exemple extrêmement concret. Bon, là, je sais que j'ai réveillé certains traumatismes. Excusez-moi, hein. On peut voir là un devoir de maths de seconde. On est d'accord que, naturellement, vous n'avez pas envie d'essayer. Hein? Moi, déjà, je suis perdu là. Représenter graphiquement ci-dessous la fonction f de x est égale à x au carré sur moins 4, 4. J'ai mal à la tête. Et c'est normal, mais nécessaire. Maintenant, admettons que mon cerveau ne connaisse que cette activité-là. À force, il va devenir bon, il va la trouver amusante. Par contre, si je lui donne une autre activité bien plus drôle, son comportement va changer. Je vais vous passer 1 minute, juste 1 minute, de ce jeu qui s'appelle Apex, pour ceux qui connaissent Apex Legends. 1 minute.
Alors on est d'accord que c'est un peu plus amusant. C'est intense, ça saute, le genou dit bien joué, on court, on attaque. Gardez en mémoire ce qu'il a fait, je vais l'utiliser plus tard. Mais on voit tout de suite que si notre cerveau sait utiliser, connaît les deux activités, il va nous dire une petite partie d'Apex. Allez, ça prend 5 minutes, une petite partie d'Apex. Sauf que ça ne prend jamais 5 minutes. Ça ne prend jamais 5 minutes parce qu'on est dans le flow. Alors, qu'est-ce que le flow? C'est un état de concentration totale dans lequel nous sommes entièrement absorbés. En fait, nous sommes complètement absorbés par l'activité dans laquelle nous sommes. Notre cerveau, il est à 100% dedans. On perd la notion du temps. Parfois, la main bouge toute seule. Tellement on est à fond dedans, la main bouge toute seule. Ben, cet état de flow, quand on est dedans, et c'est l'état qu'essaye de créer les jeux vidéo, eh bien, on ne voit plus le temps passer. Et on s'amuse. On s'amuse au point de ne plus vouloir bouger, de ne plus vouloir manger. C'est pour ça que vous les appelez 10 fois pour manger. Parce que le flow est extrêmement puissant et on ne se rend même pas compte. Les réseaux sociaux fonctionnent différemment. Je prends l'exemple de la roulette dans un casino. Vous connaissez le principe? Alors, le croupier va faire tourner une bille sur le plateau. Ça va tourner automatiquement. Et le but, c'est de parier sur la bonne bille ou la bonne couleur. Enfin, que la bille va s'arrêter sur la bonne couleur ou sur le bon numéro. C'est ça le but. C'est entièrement aléatoire. Il y a beaucoup plus de règles, mais bon, je ne vais pas vous apprendre comment on joue à la roulette. Mais et c'est ça qui est génial, parce qu'on espère à chaque seconde qu'on va tomber sur le bon numéro. Et les réseaux sociaux, ils font pareil avec nous. Eux, ils jouent plutôt sur la surprise. J'ai fait le test une fois sur 6 tentatives et j'ai fait le test avec un groupe de jeunes, ils étaient nombreux. Ils ont réussi à prédire une seule fois ce serait quoi la prochaine vidéo. Par exemple, ils jouent avec nos émotions, soit la colère, soit la joie, ou ils jouent avec des sujets précis, les animaux, surtout les chats. Les chats, ça marche bien. Ou bien, si vous aimez les humoristes, il y aura des blagues. Ou pour les gens qui aiment prendre l'actualité, parfois il y a des faits divers. Mais on ne peut jamais prédire ce qui va arriver. Et le cerveau, il le sait. Il le sait tellement qu'il génère de la dopamine avant d'avoir vu la prochaine vidéo. C'est vraiment épatant. Le geste est pourtant simple, hein, vous savez, on swipe. Ça ne prend même pas une seconde. Mais avant même que cette seconde soit finie, on a déjà de la dopamine. Et ce qui est fort là-dedans, c'est que la dose de dopamine n'est pas fixe. Si on s'y attendait, bof, 2 sur 10. Si on a beaucoup aimé, 10 sur 10. Si on a moyennement aimé, 5 sur 10. On ne peut... C'est génial. Enfin, c'est génial. C'est tellement bien fait. On ne peut pas prédire la suite et du coup, on est obligé de continuer. Et le cerveau lui-même ne sait pas, mais il sait qu'il va aimer, donc dopamine. Donc chacun à leur manière, soit dans l'état de flow, soit avec la surprise, ils savent nous garder dessus. Maintenant, ça n'a pas des conséquences que sur nous et sur le fait qu'on avait dit qu'on devait s'arrêter il y a 5 minutes et puis on a passé l'après-midi. Ça a aussi des conséquences sur nos relations. Nos relations dans la famille, parce qu'il y a une perte de liens communs. Oui. Bon, là on voit déjà un petit peu quel est le problème à votre avis sur cette image. Vous voyez pas?
Ah. Alors en fait, je vais vous la décrire comme ça. On va faire de l'audio-description. Il y a plusieurs membres de la famille, chacun sur un écran différent. Bon, je vous ai un peu donné la réponse, mais... Le problème vient de là. Bon, du coup, je vous ai donné la réponse. Chacun est dans son petit monde avec les informations que le système a prises sur lui et du coup, il est dans un environnement qui lui plaît. On ne partage plus grand-chose. Et les heures et les heures et les heures passent. Je vais prendre plusieurs exemples. On va commencer par le langage. Si je dis, alors les jeunes ne répondez pas, parce que normalement celle-là vous l'avez. Si je dis que j'étais choc-barre, est-ce que l'un de vous a pu deviner? Non. Je vais traduire. On m'a dit traduit. Non, 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 c'est du français. Ça veut tout simplement dire « je suis vraiment choqué ». Choqué. Et il y a la version supérieure. Excusez l'honnêteté, enfin c'est les jeunes qui parlent comme ça, c'est pas moi qui... Hein. Il y a la version supérieure, là c'était « j'étais choqué de choqué de choqué », c'est « j'étais choc-barre de baiser ». On va revenir au-dessus. Donc, même moi, je n'ai pas compris. Je l'ai entendu dans une vidéo, je n'ai pas compris. Même dans le langage, il n'y a plus de lien. Et ce qui est pire, c'est que c'est même pas du français. Vous vous souvenez du verlan? C'était simple. Laisse tomber, laisse béton. Ça restait du français, on pouvait deviner. Là, c'est même... Là, tu ne l'as pas entendu, tu ne l'as pas compris, tu ne sais pas ce que ça signifie. Alors, qu'est-ce que je recommande dans cette situation? Je recommande de la compréhension mutuelle des deux côtés. Oui, alors, tous ceux qui m'écoutent, les jeunes aussi, il va falloir participer un peu. Il faut y mettre de la bonne volonté. N'oubliez pas que quand vous expliquez, ils n'ont pas les codes. Ils n'ont pas vu la vidéo. Ils n'ont pas vu le gars qui a fait la blague. Donc, quand vous expliquez, expliquez patiemment. Parce que souvent, vous savez, ils sont pressés, ils n'ont jamais le temps. Ouais, mais j'ai pas envie. Ouais, mais c'est chiant. Mais c'est tellement évident dans l'esprit qu'ils ne voient pas l'intérêt d'expliquer. Mon petit frère, il me dit, ben ouais. Je dis, ben ouais, mais j'ai pas compris. Donc, restez patient et donnez la référence pour qu'on puisse comprendre. Pour les parents, je vous invite vraiment à vous intéresser à l'expression, mais juste pour la comprendre. Alors, pourquoi je précise? Parce qu'on est tous humains. On a tous un jugement sur ce qu'on voit, sur ce qu'on entend. On n'y peut rien. Et la première fois que j'ai entendu mon petit frère dire j'étais choc-barre, j'ai dit mais c'est quoi ça? C'est pas français ça? Non. Chut. Ça veut dire quoi? Ah, ça veut dire j'étais choqué. Ah ok. Et le reste, je le garde pour moi. Ça ne veut pas dire que je l'utilise. Mais j'ai compris ce qu'il a voulu dire. Et ce que j'aime bien faire aussi, c'est quand il s'y attend pas, lui caser une expression qu'il m'a appris, et là, il s'y attendait pas. Par exemple, je crois qu'il a mal joué une fois dans un jeu, il a fait une erreur. Je lui dis, mais t'es éclaté au sol. Et là, c'est lui qui m'a appris ça, mais il s'y attendait pas. Et du coup, on a éclaté de rire ensemble et c'était sympa, et puis bon. Mais voilà, essayez de bien l'utiliser et de ne pas trop non plus l'utiliser. Parce que des fois, même moi je le fais, quand il m'apprend une expression, je l'utilise 10 fois dans la journée. Essayez de bien la placer là pour faire mouche. Donc voilà, juste le sens neutre pour les parents, pas besoin de comprendre ou quoi. Évidemment, il faut faire attention au langage. Choc-barre, ça passe, mais choc-barre de baiser, non. Donc là, il faut intervenir. Mais choc-barre, ça va. On va parler maintenant des références plutôt visuelles. Alors, je vais vous parler des mèmes. Qu'est-ce qu'un mème? C'est une image, une vidéo ou un texte qui est largement diffusé sur les réseaux.
C'est l'image à la mode, c'est la vidéo à la mode, c'est la blague à la mode. Je vais prendre un exemple avec l'image de 2 boutons. On peut voir par exemple que c'est une image tirée d'une bande dessinée. Le personnage il a le choix entre 2 boutons. Ok. Eh bien, ça a été détourné par les gens et utilisé pour plein de sujets. Du coup, ça, c'est devenu autre chose. Sur le bouton de gauche, c'est rester au lit et croupir toute la journée dans le lit. Pourrir en anglais, rot all day. Sur le bouton de droite, je traduis directement de l'anglais, ça veut dire sortir et s'amuser, sortir et avoir du fun. Et c'est une personne introvertie qui a mis ça dans le chat. Le genre de personne qui aime bien rester chez soi, n'aime pas sortir. Alors, les commentaires, ça y allait à tout va. Si les gens me connaissent, ils savent déjà ce que je vais faire, mais il n'y a même pas de choix. Pour moi, l'option de droite n'existe pas. Et ce phénomène-là, il circule beaucoup. Par exemple, moi, je l'ai envoyé à mon petit frère, mais il s'est mis dans le lit, il m'a regardé. Manière de me répondre. Et ce qui est dur avec ça, c'est que quand on n'a pas la référence, quand on n'a pas l'image, quand on n'a pas la vidéo, aucun moyen de comprendre c'est quoi le truc. Pour partager ça, il faut avoir vu la même chose. On ne peut même pas déduire comme avant, maintenant, tu as la référence ou tu ne l'as pas. Un autre exemple, c'est le chat grincheux. Alors, je vous le traduis de l'anglais directement. C'est écrit « Je me suis amusé une fois, c'était horrible ». Et par exemple, quand pour des raisons ou pour une autre, j'ai de la famille, par exemple, qui s'ennuie quelque part, eh bien, il m'envoie juste ça. Il m'envoie juste le chat. Et je comprends tout de suite que ouais, tout le monde s'amuse, mais sauf moi. Moi, j'aime pas m'amuser, moi, je veux rentrer chez moi. Et d'où souvent ça, je veux rentrer chez moi. Et là, pareil, si on ne l'a pas, c'est compliqué. Donc, qu'est-ce que je recommande? La même chose pour les jeunes. Montrez la vidéo, montrez la blague, montrez la référence pour qu'on voit ce qui vous fait rire. Même si les parents ne sont pas obligés, les grands-parents, vous n'êtes pas obligés de rigoler, puisque s'ils ont 14-15 ans, ce n'est pas le même humour. Mais au moins, vous avez compris d'où ça vient. Vous avez compris la blague. Et puis, c'est bon. Parfois, vous pouvez trouver ça bête, mais bon. Si ça les fait rigoler, rigolez ensemble. Alors, pour les parents aussi, pareil, intérêt sans jugement. Je recommande vraiment discuter simplement sans... Essayez vraiment de retenir la vie qui est en vous dès le début. Puis discuter sans jugement. Parce que sinon, après, j'ai déjà vu ça, parfois les jeunes, ils sont vexés parce qu'ils partagent, et puis finalement, le parent, il n'a pas aimé la blague, ou il se moque. Et puis là, c'est fini. Puis là, du jour au lendemain, il n'y a plus de... Ah, mais tu m'envoyais les vidéos avant. Et puis, ils ne le disent pas forcément, mais parfois, ils sont vexés parce que vous êtes moqués. Donc... ça fait rigoler, on partage, on rigole ensemble, et puis il n'y a pas de souci. Pour les jeux vidéo, alors là, c'est aussi vrai, mais c'est encore plus compliqué. Donc, il va vous passer un extrait de 30 secondes, vous allez voir. Je vais le commenter après. Sur l'avant parce qu'on n'entend pas ouf. C'est bon. Alors, ce qui s'est passé, je vais vous l'expliquer. Alors en fait, le Faceless Void, il s'est fait attaquer, mais il a activé sa BKB, donc il ne s'est pas fait arrêter. Alors comme il ne s'est pas fait arrêter, il s'est fait poursuivre par le Puck qui a utilisé son coil pour l'arrêter. Malgré tout, ça n'a pas suffi, mais heureusement, le Batrider l'a rattrapé avec son lasso, et le Puck a continué à poursuivre pour voir s'il n'y avait pas des ennemis derrière. Vous n'avez rien compris. C'était fait exprès.
certains jeux demandent vraiment des heures et des heures et des heures de pratique. Dota, le jeu que je vous ai montré, pour le comprendre, il faut au moins 300 heures. Pour vous, c'est beaucoup? J'ai passé 3000 heures sur League of Legends, facile. Le problème, c'est que, en fait, l'être humain est comme ça. Quand il fait une activité, il utilise des mots pour désigner certaines réalités. Vous voyez? Par exemple, chaque métier a son jargon. Et c'est pareil dans les jeux. C'est tellement pareil que... j'ai fait exprès, mais vous ne pouviez pas comprendre. On peut le voir, par exemple, avec d'autres mots-clés. Parce que très souvent, j'entends souvent « arrête ton jeu » ou « arrête ceci » ou « arrête cela », mais il y a tellement de mots-clés. Par exemple, quand on joue à un jeu, il y a plusieurs manières de sauvegarder. Soit on passe la ligne, par exemple, et le jeu enregistre. La ligne est un checkpoint, ça enregistre automatiquement. Soit je peux sauvegarder quand je veux, et donc, il n'a pas d'excuse pour ne pas s'arrêter. Soit je ne peux pas m'arrêter parce que j'ai lancé une partie avec d'autres joueurs et elle doit se terminer. Il faut qu'il y ait un perdant, il faut qu'il y ait un gagnant. Pourquoi je vous dis ça? Parce que des fois, quand les jeunes savent que vous ne savez pas, ils disent « Mais non, maman, je ne peux pas sauvegarder, je suis en pleine partie. » C'est pas vrai, il peut sauvegarder quand il veut. Et d'accord. Et parfois, il y a des parties qui sont limitées dans le temps. Il n'y a pas forcément besoin d'aller jusqu'au bout. Moi, j'ai fait des parties, mon record, c'est 1h26. Il fallait un gagnant. Donc, j'ai joué pendant 1h26. Et j'ai perdu. J'avais la haine. 1h26. Franchement, il faut l'encaisser. Une défaite après 1h26. Bref. Mais il y a d'autres jours, c'est limité. Et là, il peut vous dire, mais non, mais j'étais en pleine partie. Ouais, mais si la partie est de 5 minutes, tu aurais pu t'arrêter avant. Ou par exemple, j'ai pris l'exemple de deux lettres TP. Ça veut dire téléportation. S'il vous dit, j'arrive, je me TP. Bon, ça veut dire, je me téléporte pour que le jeu sauvegarde et ensuite je peux m'arrêter. Vous avez vu? Donc, il y a un vocabulaire qui s'est développé non seulement dans le monde du jeu vidéo, mais dans chaque jeu. Les mots que j'ai utilisés sur l'exemple de Dota avec BKB et tout ça, machin, ne l'utilisez pas ailleurs, personne ne comprendra. Ça ne fonctionne que dans Dota. Quelles sont les solutions que je recommande? Parce que là, c'est un peu compliqué. Enfin, très simple. C'est la technique que j'appelle la chaise magique. Alors, elle n'a rien de magique, la chaise. Hein. Vous vous asseyez derrière lui, vous ne parlez pas, vous ne commentez pas et vous regardez. Essayez vraiment de comprendre ce qu'il fait. Pourquoi il saute, pourquoi il esquive. Et, ah tiens, lui, il lui a donné une potion, c'est ça? Ah, il va mieux. Pourquoi il est venu là? Essayez vraiment de comprendre le jeu, mais vraiment vous-même, par vous-même. Parce qu'en plus, il y a certains jeux, j'ai cité Dota, c'est pas par hasard. Moi, si vous me parlez pendant que je joue à Dota, je vous dis revenez plus tard. Ça demande une concentration. Il faut jouer avec ses coéquipiers. Chacun a son rôle. Il faut savoir où on va, pourquoi on y va. Est-ce que j'achète cet objet-là? Est-ce que ça va aider mon équipe? Et pendant tout ce temps, si vous posez des questions, il va vous dire, mais non, je ne vais pas t'expliquer parce que... Donc vraiment, première étape, je comprends ce que tu fais par moi-même. Deuxième étape, on peut en discuter. Encore une fois, sans jugement, apparent en tout cas. Vous avez un jugement hein, toujours, mais voilà, ça ne se voit pas. On en discute, ah tu as fait ça, tu l'as aidé en faisant ça, etc. Tac, 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 tac. Pourquoi je vous dis ça? Parce que très souvent, on me dit, ce jeu-là n'est pas bon ou ce jeu-là n'est pas bon. Il y a des jeux, par exemple, si le jeune aime l'exploration, l'aventure, etc., j'ai connu une personne comme ça, je lui ai dit, mais attends, tu joues à Dragon Age, il y a des dragons dedans, ok, mais je connais le jeu. Donc je connais l'exploration, je l'ai joué, je l'ai fait, j'ai fait. Si tu aimes ça dedans, joue à Mass Effect.
il y a l'exploration, il y a l'aventure, il y a tout ce que tu aimes, mais dans l'espace, dans un monde imaginaire, avec une aventure. Franchement, pépite. Franchement, ce jeu est excellent. Et je ne lui ai pas dit « ton jeu est nul », mais je lui ai dit « si tu recherches ça, tu le trouveras là ». Et du coup, il a arrêté de jouer à Dragon Age. Et je ne lui ai pas dit « tu sais, la Bible dit que… » Et souvent, ça a tendance à les braquer. Donc, comprenez ce qu'il aime et proposez une alternative. Ou bien, ce qu'on peut faire, il y a un truc qui est encore mieux, vous lui demandez une alternative. Vous lui dites, si tu aimes ça, trouve-moi un jeu dans lequel tu fais pareil, mais il n'y a pas de dragon. De dragon, pardon. Il n'y a pas de dragon, il n'y a pas de démon, il n'y a pas tout ça. Tu trouves un jeu qui fait pareil, mais sans tout ça. Et demandez-lui, très important, des vidéos de gameplay. Tout ce que je vous ai montré là, ce sont des vidéos de gameplay. C'est à quoi le jeu ressemble en vrai. Ce n'est pas une bande-annonce, c'est le vrai jeu comme il est joué. Comme ça, vous pouvez avoir une vraie idée de ce qu'il vous demande. Et si c'est vraiment un bon jeu. Donc, faites ça pour vraiment l'amener à se rendre compte de certaines choses. Parce que vous savez, le jeu, on en a parlé, ça crée le flow, l'état de concentration. Et des fois, la vision se rétrécit sur ce qui est important sur l'écran. Et par exemple, moi, j'y ai joué peut-être facile 400 heures. Facile 400 heures sur un jeu où il y avait des têtes de mort sur tout le contour. Parce que la manière dont le jeu est fait attire l'attention sur le centre, sur ce qui se passe, sur les objets, sur la barre de vie. Et du coup, toute la périphérie, je ne l'ai jamais vue. C'est ma mère qui est venue me voir et qui m'a dit « Mais il y a des têtes de mort !» J'ai fait « Elles sont où ?» Mais là, et vous savez que je n'avais pas vu les têtes de mort avant? Parce que toute mon attention était sur les éléments essentiels. D'ailleurs, on appelle ça une heatmap. C'est l'endroit où on regarde le plus. Ma heatmap n'était pas sur le bord. Quand j'ai compris ça, ça m'a refroidi. Bon, je l'ai fini, je l'ai supprimé. Je l'ai quand même fini parce que j'étais trop avancé. Et puis, voilà. Mais je l'ai supprimé. Et ça m'a servi de leçon. Et c'est naturel. Je vais continuer ensuite par un petit avertissement concernant les interactions contrôlées. Alors, je m'explique. Un jeu est un environnement maîtrisé, avec ses règles, ses principes, et chacun est unique. Et quand j'étais accro, j'avais pris l'habitude de ça, de maîtriser chaque pixel de mon environnement. Et vous savez que quand je me suis rendu compte de ça, j'ai voulu aller vers les gens, j'ai voulu parler avec d'autres de tout, de rien. Mais c'est compliqué. Sur l'image, on ne voit pas très bien. Il y a des choix blancs, des choix bleus, des choix rouges. Les choix blancs, c'est neutre. Ça ne fait pas de mal à personne. Ça fait de mal à personne. Les choix rouges ont choisi d'être méchants. Voilà, pour dire les choses. Les choix bleus ont choisi d'être gentils. Donc, à chaque instant, on sait ce qu'on va dire et on connaît l'impact sur la personne en face de nous. Et c'est super simple. Et quand j'ai voulu me séparer de tout ça, je me suis dit, mais cette personne-là, je peux la serrer la main ou pas? Celle-là, elle a l'air gentille, je peux lui faire la bise, est-ce qu'elle va se fâcher? Je ne sais pas. Et là, on se rend compte que, tout n'est plus maîtrisé parfaitement. On n'est plus dans un environnement parfaitement contrôlé. Et là, il faut continuer à aller de l'avant, et là, c'est compliqué. Donc, je ne sais pas s'il y en a un, ni même ce soir ou en Guyane ou autre, mais j'ai des recommandations pour vous parce que je l'ai vécu. Je vous recommande d'abord, surtout aux jeunes qui vivent ça, qui ont pris l'habitude d'être vraiment dans les jeux vidéo, d'être patient envers vous-même. On a toujours tout maîtrisé et maintenant on ne maîtrise rien. Donc soyez patient envers vous. Prenez le temps de faire des erreurs. J'ai dit des trucs et des fois c'était bizarre. Franchement,
C'est des interactions. Parfois, une personne vient me faire la bise, mais je lui serre la main parce que je ne savais pas que je pouvais me permettre de lui faire la bise. Vous voyez, ça donne des petits moments parfois comme ça un peu bizarres, mais soyez patient envers vous-même. J'ai envie de leur dire, voyez ça comme une forme d'entraînement en fait. Tout comme vous avez parfaitement maîtrisé l'environnement du jeu, vous pouvez aussi vous réhabituer à ces interactions un petit peu plus surprenantes, on va dire un petit peu moins millimétrées, contrôlées. Et pour les parents, je sais que c'est pas évident, mais je vous invite aussi à être patient, à continuer à les faire voir la famille, à les faire sortir et tout ça. Et puis la Bible nous dit bien, supportez-vous les uns les autres, hein, parce qu'on n'est pas toujours facile. Mais je vous invite vraiment à ceux qui vivent ça, à vous en sortir, à y aller progressivement pour vous en sortir. Et le premier qui me dit ça marche pas, je suis en train de vous parler. Donc ça marche, même si c'est compliqué au début. Tous ces conseils-là étaient plutôt des attitudes. Quand j'ai remarqué des remarques ou des critiques ou des jeunes se fermer. Mais là, je vais vous donner vraiment des techniques. C'est bête et méchant. Vous l'appliquez comme c'est. Il n'y a pas de piège, il n'y a rien. Vous l'appliquez comme c'est. D'abord, je commence par un petit rappel. Ces règles s'appliquent à tout le monde dans la maison. Parce que si le jeune vous voit avec votre téléphone, souvent ce sont les jeunes, mais parfois ce sont des parents, hein, même des parents. Si vous essayez de lutter et que vous voyez une personne qui n'essaie même pas, c'est compliqué quand même. Hein. Donc pour rester efficace dans l'exemple, tout le monde applique la règle. Et pourquoi je vous dis ça? J'ai vu une étude là-dessus. Combien 90% des parents comprennent les dangers du numérique. Combien, à votre avis, sont prêts à effectuer des changements concrets dans leur vie? Essayez de... T'es pas loin. Moins de 10, plus. À votre avis? Oh, qui a dit 15? Voilà. 15%. Et attendez, c'est pas le pire. 15% se disent prêts. Combien le font en vrai? Non, parce que l'adolescent, souvent en Martinique aussi, on respecte nos parents et puis on sait qu'on peut s'en prendre une. Bon. Mais il n'est pas bête non plus. C'est pas parce qu'il dit rien qu'il n'a pas vu que vous ne le faites pas. Donc tout le monde doit jouer le jeu. Et pourquoi je vais vous en parler d'ailleurs avec la technique des 4 pas. Très simple. Pas d'écran le matin, pas d'écran pendant les repas, pas d'écran dans la chambre si c'est un ado ou un pré-ado, pas sa télé avec sa console dans la chambre, évitez ça. Et pas d'écran le soir. J'ai essayé, c'est dur. C'est dur, mais pour de vrai, le matin, je prends mon petit déjeuner, seul le silence m'accompagne. J'ai pas envie de prendre mon téléphone, mais non, je le laisse dans la chambre et je mange dans le silence. Je peux vous dire que c'est difficile. Et je me rends compte que c'est difficile parce que je l'ai fait. Je n'ai pas dit à mon petit frère, vas-y, lâche ton téléphone le matin. Non, je l'ai fait d'abord. Et je me rends compte à quel point c'est difficile. Mais j'ai pris l'habitude. Maintenant, je mange dans le silence. Mais c'est compliqué. Pas pendant les repas. La télé, ça compte aussi. Si vous pouvez discuter entre vous sans télé, c'est pas plus mal. Je ne veux pas dire que s'informer est inutile, hein. Mais entendre qu'une personne a commis un attentat pendant que vous parlez en famille, c'est pas l'information la plus utile. Donc, pas pendant les repas, pas pendant la chambre, surtout pas. Là, c'est fini. S'il a pris l'habitude d'aller sur sa console dans la chambre et qu'après vous y allez, vous compliquez la tâche pour le faire lâcher. Et le soir, bon, très simplement, la lumière bleue, le cerveau confond la lumière bleue des écrans avec la mélatonine, enfin avec les rayons du soleil, ce qui empêche la sécrétion de mélatonine, c'est ça.
Et c'est donc l'hormone du sommeil. Donc, il empêche l'hormone du sommeil de se sécréter et on n'arrive pas à dormir. À moins d'être complètement épuisé. Et ça marche. Si vous restez jusqu'à 3 heures du matin sur le téléphone, vous allez finir par vous endormir, mais ce n'est pas forcément la bonne méthode. Bon, maintenant, alors d'abord, on prend du temps sans écran, les 4 pas. Ensuite, on va réapprendre à se concentrer. Ça, j'en parle, j'ai l'impression, à chaque atelier, ça m'a sauvé. Vraiment, ça fonctionne extrêmement bien. La technique du Pomodoro. Prenez un objectif simple que vous voulez atteindre, mais écrivez-le sur le papier. Vous vous concentrez pendant 25 minutes et vous vous reposez pendant 5 minutes. Vous faites ça 3 fois. La 4e fois, on se concentre pendant 25 minutes, mais on se repose pendant 15 minutes. Enfin, quand je dis repose, c'est juste faire une pause. Ça peut être parler avec les gens dans la maison, prendre un petit goûter, marcher, se lever, peu importe. Pour les activités intellectuelles, c'est très bien. Le temps moyen d'attention, c'est entre 20 et 40 minutes. Donc, travailler des heures, ce n'est pas la meilleure méthode. Il faut respecter son cerveau, s'arrêter, reprendre tranquillement. Et là, c'est beaucoup moins pénible. Et puis, c'est plus facile de se dire « je travaille 25 minutes » que se dire « je dois travailler 2 heures ». Donc, cette technique, vraiment, elle est extrêmement efficace. Je ne sais pas les mots. Elle est extrêmement efficace. Ensuite, donc je vous recommande des applications pour ceux qui me disent « ouais, mais je télécharge quoi ?» Alors, vous pouvez télécharger ces 2-là. Il y en a plein, mais moi j'utilise ces 2-là, c'est comme vous voulez. Si vous tapez Pomodoro sur l'App Store ou sur le Play Store de Android, pour ceux qui ont un téléphone Android, vous choisissez l'un de ces 2 logos et c'est bon. Voilà. Alors, j'ai déjà eu un cas où on m'a dit « je ne vais pas y arriver ». Le téléphone, s'il est dans la même pièce que moi, je ne vais pas y arriver. Eh bien, vous savez quoi? On peut faire les choses à l'ancienne. Un minuteur, vous l'achetez dans n'importe quel supermarché. Une feuille de papier pour noter le nombre de fois que vous avez fait 25 minutes de travail. Et un crayon. Pas besoin du téléphone. Vous pouvez le mettre dans une autre pièce. Vous faites des traits comme ça. Au bout du 4e trait, vous savez que c'est 15 minutes. C'est radical. Moi, je sais que ça a aidé cette personne parce que le téléphone était trop fort. Mais pour ceux vraiment qui n'ont... C'est vrai que c'est pratique quand c'est géré par l'application, mais si vous n'y arrivez pas parce que le téléphone est là, papier, crayon, minuteur de cuisine, ça marche très bien. Maintenant qu'on sait se concentrer, c'est bien, mais se concentrer ensemble, c'est mieux. Il y a une technique que j'aime beaucoup, c'est la technique du panier, la technique de l'assiette, comme vous voulez. On peut voir là, il y a plusieurs rectangles. J'ai vu une mère faire ça, c'est très intelligent sur TikTok. Celui qui veut manger doit poser son téléphone dans l'assiette à téléphone qui est vide pour ensuite récupérer son assiette de repas. Tu choisis. Tu manges le téléphone ou tu manges ton repas. Simple. Mais je me suis dit, mais cette dame-là, elle est géniale. Et ça fonctionne pour tout. On va méditer ensemble. On met dans un panier, on isole le panier. On va passer un moment ensemble, on va voir un film tous ensemble. Et pour ne pas que quand le film est un peu plus calme, les jeunes se jettent sur le téléphone ou que telle personne a un appel, donc elle a son téléphone dans sa poche. Non, tu prends ton téléphone, tu le mets dans le panier, on passe un moment ensemble. Ça fonctionne pour tout. Et ça a le mérite d'être efficace. Donc, en conclusion, qu'est-ce que nous pouvons dire ? D'abord, nous devons prendre conscience du casino de divertissement personnalisé, permanent dans lequel nous sommes.
Et notre cerveau le sait, que c'est si amusant, que c'est si simple, que c'est si facile d'accès. Il le sait. Nous devons apprendre à nous arrêter. Quand on peut s'arrêter, on peut réapprendre à son cerveau à fonctionner normalement. Tout ça pourquoi? Pour faciliter notre connexion avec Dieu. Reprendre les bonnes habitudes. Nous devons nous déconnecter de ce casino pour nous reconnecter avec Dieu. Merci pour votre attention. Merci à notre frère Sullivan à Gésilas pour cet exposé très clair. Donc le temps des questions est venu. On prendra ce dernier quart d'heure pour le faire. Donc n'attendez pas la dernière minute pour intervenir. Donc sans plus tarder, il y aura 2 personnes qui viendront jusqu'à vous pour qu'on puisse entendre la question, pour que ceux qui sont aussi en ligne, en visio, puissent entendre les questions. Donc si vous avez une question, s'il y a un parent une question, s'il y a un jeune et une question, n'hésitez pas, la parole vous est maintenant donnée. Voilà, mettez-vous debout et puis soyez précis et court. Merci. Voilà. Je voulais savoir, est-ce qu'il est interdit de dormir avec les portables? Parce que moi, on m'a dit de ne pas dormir avec les portables dans ma chambre. Et puis, ce que Alors, on te redonnera la parole parce qu'on n'a pas bien entendu. Je voulais savoir, est-ce que il est interdit de dormir dans sa chambre avec le portable? D'accord. Merci pour la question. Est-ce qu'il est interdit de dormir avec le portable? Je pense que c'est assez clair. Je recommande d'éviter. Le bon vieux réveil fonctionne très bien. Bon, s'il n'y a pas d'autre choix, on met le réveil sur le téléphone, il fait plein de choses. Mais si on peut avoir par exemple un radio-réveil, c'est mieux. Voilà. C'est possible, mais c'est mieux ça. Je veux savoir, si j'éteins le portable et la chambre, c'est pareil? Il faut l'enlever carrément, quoi. Si j'éteins le portable, est-ce que ça a la même, le même danger? Ça a une efficacité, on va dire, très proche puisqu'il est éteint, mais il est toujours physiquement présent. Et ça reste une tentation potentielle. Oui, mais l'éteindre... Après, ils ne sont pas pensés pour être éteint tout le temps aussi. Ouais. Un téléphone est censé fonctionner H24. Donc pour un meilleur fonctionnement dans le temps, je te recommande plutôt de le sortir de la pièce et de prendre un... D'accord. Voilà, donc vaut mieux dormir sans le téléphone ou sans les écrans dans la chambre. Une autre question? Oui, ici. Alors, c'est vrai que les parents se posent la question aussi comment pouvoir limiter le problème des écrans. Donc, tu en as parlé pour les jeux, les réseaux sociaux, on reviendra là-dessus tout à l'heure. Oui, bonsoir à tous. Voilà la question que je voudrais poser. Voilà, j'ai mon petit-fils qui a 7 ans, mais il est devenu accro, vraiment accro à 7 ans des écrans, à tel point que la nuit, ce qu'il fait, je lui dis, tu sors de là, sors ta maman également, et tu vas dormir. Et il a trouvé un stratagème. Il vient doucement, il ferme les portes et il va la nuit, quand il est sûr qu'on dort, il va jusque dans la salle, il regarde dans les tablettes, le portable, il prend nos portables téléphones, et même ce qu'il arrive à faire à 7 ans, moi je ne connais pas, il prend ces applications qui sont sur
le portable, il met sur l'écran de la télévision, il prend comment dire, enfin, il fait entre les liens entre la télévision, entre le portable, le téléphone et le portable, l'écran. Donc, je suis dépassée, j'ai mes petits-neveux qui ont 20 ans, qui savent pas faire des choses comme ça, ils savent pourtant faire des manipulations, et on est arrivé, bon, il est chez le psychologue ou des trucs, je n'arrive pas à le faire décrocher. D'accord, alors juste, voilà. Quelle serait ta question en tant que grand-mère? En tant que grand-mère, c'est comment arriver à le sortir de cette addiction. Parce que c'est une addiction, il en sort, c'est tout le temps, il ne veut pas qu'on le dérange, il en donne à chambre. D'accord, un enfant de 7 ans qui est accro aux écrans, grand-mère dépassée, peut-être maman aussi, que faire? Merci. Ce cas-là est chaud. Je te recommanderais d'abord, toujours le Saint-Esprit guide-moi, que dois-je faire? Il s'enferme dans les écrans pour une raison, et progressivement, activité par activité, par exemple une petite sortie ou autre, c'est de lui donner des petites joies en dehors de l'écran. Ça va pas, du jour au lendemain, ça va pas changer grand-chose, mais petit à petit, il va commencer à se détacher du truc. Priez pour lui, et quand ce sera possible, fixer des règles. Par exemple, pas d'écran le soir, je prends tous les téléphones, je verrouille la pièce, et puis si tu pleures, tu pleures. Mais pour l'instant, ça va juste bloquer, je pense. Donc, on le décolle petit à petit. Ensuite, on fixe des règles. Et si vous pouvez partager, je pense que le temps d'écran, c'est mieux. Par exemple, s'il n'a pas de console, par exemple, s'il a une Switch, Mario, on peut jouer à plusieurs. Mamie peut jouer à Mario. Ah oui, Mario est très simple. Et ça permet de commencer à partager, ne pas le laisser seul dans son truc. Essayer de rentrer dedans. Donc, pour résumer, on le décolle petit à petit. On essaye d'y aller avec lui, et quand l'esprit est disposé, que le Saint-Esprit travaille, on fixe des règles, et là, le détachement sera plus fort. Voilà, mamie joue à Mario Bros. Hein. On se met à Mario Bros. En tout cas, voilà les conseils qui veulent déjà aider. Oui, une autre question? Alors, levez bien la main et puis mettez-vous debout, on vous verra. Alors, à droite, et puis après, on va prendre la question à gauche. Vas-y. Mets-toi debout pour qu'on puisse te voir. Oui, merci. Ah, d'accord. Bonsoir. Alors, par rapport à ce que vous avez dit concernant les nouveaux mots employés. Alors, je suis jeune, vous voyez que je suis jeune. Oui, ça se voit. Franchement, je ne suis pas du tout au niveau de... Voilà. Mais j'ai constaté quelque chose, que dans notre façon de parler, on est pauvre. On est très pauvre. Et quand on écrit aussi, parce qu'il y a des amis qui m'écrivent et je comprends rien du tout. Je ne comprends rien du tout. Et il y a beaucoup de raccourcis qui sont faits comme ça. Donc TikTok, Instagram, on voit ça dans les commentaires. Donc comment montrer aux jeunes que et ce n'est pas ça seulement qui impacte, ce n'est pas seulement le langage qui est impacté, c'est aussi la façon de penser, parce que parfois on se limite à dire, je sais pas, ouais, wesh, ouais mais je vois pas, ouais. Et il y a beaucoup de tics de langage qui s'installent aussi. Du coup, bah, wesh, je sais pas, tu dis quoi? Mais... Ça va pas loin, hein? Voilà, okay. Donc comment montrer aux jeunes à travers les téléphones, à travers les écrans, comment montrer aux jeunes comment sortir utiliser à nouveau le langage et un langage parlé. Bien compris. Merci. Oh, sacré défi. C'est vrai que moi-même, je reçois des messages que je n'essaye pas de décoder. Quand je dis juste, j'ai pas compris. C'est vrai. Moi, ce que je fais, je les fais réfléchir. Par exemple, pour les faire réfléchir, il y a une insulte. Alors, il n'y a pas de gros mots dedans,
mais c'est pour un exemple. Alors, l'insulte, c'est mange tes morts. On n'a pas bien compris. Mange tes morts. Mange les morts. Eh bien, par exemple, pour faire réfléchir à mon frère sur son vocabulaire et les mots qu'il utilise, eh bien, j'en ai rigolé avec lui. Je lui ai dit, mais attends, mais mange tes morts, comment on fait? Je veux bien, mais donne-moi le mode d'emploi parce que je ne vais pas aller dans la nuit, là, avec mon costume noir, commencer à déterrer la personne et puis essayer de manger. Et puis, je ne suis pas microbiologiste, je ne sais pas quoi, professionnel ou je ne sais pas quoi, mais je sais que normalement, il ne reste pas grand-chose. Donc, je fais comment? Et là, j'ai commencé à lui faire réfléchir à l'insulte. Mange tes morts, ça ne veut rien dire. J'en ai fait une blague avec lui et du coup, je lui ai dit, les gens devraient le dire, mange tes vivants. Ça, c'est possible. Et depuis, je lui dis, mange tes vivants. Mais c'est un exemple de mot ou d'expression, je lui fais comprendre, c'est pas correct. Mais quand il me dit, ouais, ça veut dire quoi, ouais? Qu'est-ce que tu sous-entends? Et là, il commence à me dire, ah oui, donc je voulais faire ça et j'ai pas pu faire. Je dis, ah, d'accord. Mais il faut l'amener à réfléchir sur ce qu'il dit. Ou c'est comme une insulte. L'autre, c'est... Enfin, c'est pas une insulte, c'est... J'ai vu deux filles qui se disputaient une fois, une me disait, parle bien avec ta bouche, là. Je suis censé parler avec quoi? Eh bien, je lui ai fait réfléchir. Il faut trouver la manière de le faire réfléchir à ce qu'il dit. Wesh, ça veut rien dire. Ben ouais, non, non. Souvent, ils disent ben ouais parce qu'ils savent. Je lui dis non, mais moi, je n'étais pas là quand tu as fait ça, donc explique-moi comment ça marche. Là, je lui amène à comprendre que ben ouais, c'est pas une explication. Voilà comment il faut essayer de faire réfléchir à ce que tu es en train de dire. C'est ça qu'il faut essayer de faire. C'est au cas par cas, là, par contre. Chaque personne est différente, donc je ne peux pas... Mais voilà. Merci. Il y avait une question juste à ma gauche. Oui. Je voudrais savoir à quel moment on peut vraiment dire que quelqu'un est un enfant et addict aux écrans. Parce qu'il peut juste aimer ça et après être... Du moins, il y a une phase, un cap à passer. Alors, l'addiction... Généralement, quand on y pense en permanence, quand c'est son premier réflexe, même pas de manger, par exemple, admettons, il sort de l'école, même pas de manger, le téléphone, ok. Donc, il ne pense qu'à ça, il ne parle que de ça, c'est son premier réflexe. Prendre le téléphone est un combat systématique. Là, on est sur des signes d'addiction. Si, par exemple, il ne veut même plus manger, alors là, c'est refuser de faire des choses essentielles, on va dire, s'alimenter, manger, aller aux toilettes. Il y a la danse que j'appelle la danse de la chaise. Vous savez, quand on est... J'étais joueur et parfois, on est tellement dans le jeu qu'on est concentré. Et du coup, on est sur la chaise, mais on danse sur la chaise comme ça. Parce qu'on a envie d'aller aux toilettes, mais on ne veut pas lâcher le jeu. Quand on fait la danse de la chaise, c'est aussi la preuve que ça ne va plus du tout. Donc, j'ai dit ce qui me venait à l'esprit. J'espère que tu as noté dans l'ordre. Ok. Donc, voilà. Merci. Voilà, une question. Il y avait une question ici. Merci de vous mettre debout qu'on vous voit. Ah, pardon, excuse. Bonsoir. Alors, j'aurais aimé savoir, est-ce que tu as une alternative aux jeux Roblox, Siren Cops et Minecraft? S'il te plaît. Je pense Merci que ceux d'un certain âge ne comprennent que dalle, mais il y a des amateurs. Ils se comprennent. Alors, là, par contre, ces jeux-là sont trop uniques. Alors, les jeux qu'elle a cités, ce sont des jeux dans lesquels on est libre. On peut faire une maison, on peut se balader. Quand la nuit vient, on est attaqué par des créatures en fonction des régions. Donc, il faut être un peu malin. Il faut se dire, attends, j'ai récolté du bois, je vais faire une petite maison pour me protéger, etc., etc., etc. Donc, ce sont quand même des jeux où il y a pas mal d'imagination. Et surtout, il y a une grosse communauté derrière, des vidéos, des joueurs. Alors, ces jeux-là, il n'y en a pas 36 comme ça. C'est ça le problème. Il y en a qui sont tellement uniques que on ne peut pas copier. Cette liberté d'action-là, je ne l'ai pas vue dans beaucoup d'endroits. Minecraft, non, c'est trop. Ils sont vraiment très, très uniques dans leur genre. Il n'y en a pas beaucoup. S'il aime l'exploration,
Sans artisanat, compliqué. Il peut essayer... Quelqu'un a dit quoi? Sonic. Sonic. De l'artisanat, de l'exploration. Non, il y avait un jeu de dinosaures. Il s'appelait Ark Evolve, si je me souviens bien. Alors, Ark, A-R-K. Ensuite, Evolve, donc E-V-O-L-V-E. C'est un jeu dans lequel on chevauche des dinosaures et on doit survivre sur une île. Et donc, mais c'est pareil. Quand on a commencé à prendre goût, à faire sa petite maison, à se protéger des dinosaures, pareil. Mais au moins dans Ark Evolve, il n'y a pas les squelettes, machin, tête de mort, machin. Ah oui, machin. oui. Il y a ça aussi? Non. Ah, au moins, il y a des dinosaures, mais il n'y a pas ça. Ah, il y a d'autres jeux de survie. Ah non, là, je n'ai pas les noms en tête. J'ai plein d'images qui me viennent à l'esprit. Je vais te dire plus tard si je me rappelle. Il y a plein d'images qui me viennent à l'esprit. Il y a des jeux de survie comme ça. On arrive sur une île et puis il faut survivre. Bon, là... ah oui, mais là, il y a quand même des gens à 6 bras, donc... ah non, c'est compliqué. Ah non, il n'y en a pas beaucoup des comme ça, malheureusement. Ok, merci. Voilà. Vous aurez encore l'occasion samedi ou durant la semaine encore de poser les questions. Hein. Et si vous n'avez pas posé toutes vos questions, on aura un temps pour vraiment échanger de manière conséquente samedi. Oui, mettez-vous debout pour qu'on puisse vous voir. Bonsoir. Bon, moi, ce n'était pas une question, c'est une contribution que je voulais un peu ajouter. Je suis médecin. C'est par rapport aux impacts des écrans, en fait, sur la santé. Ça, bon, je ne sais pas. Au niveau de la posture, on remarque qu'il y a de plus en plus de personnes qui se plaignent de troubles musculo-squelettiques. La posture qu'on adopte, des problèmes oculaires. Il faut savoir que l'œil n'est pas fait pour regarder de près. On est fait pour regarder de loin. Et constamment, avec les écrans, l'œil est toujours sollicité pour l'accommodation, ce qui fait qu'on aura de plus en plus de problèmes oculaires. Et on a des troubles du sommeil aussi, en lien avec la dysrégulation de tout ce qui est hormonal. On aura de plus en plus de pathologies qui ne semblent pas avoir de lien, mais qui ont un lien avec l'utilisation en fait des écrans. Et ce qui est intéressant, bon, c'est surtout au niveau de la régulation des émotions. On se crée un monde carrément virtuel qui n'a pas de rapport avec les interactions qu'on a avec les autres, notamment avec la dopamine, où on est constamment en décharge. On est sollicité et il n'y a pas le phénomène de report de plaisir. On veut le plaisir ici et maintenant. Il n'y a pas la notion de patience. Et ceux les paris en ligne, les parieurs en ont profité justement. Et maintenant, on a tout le temps les jeux de paris qui sont maintenant en ligne. On parie constamment, il y a des gens qui perdent beaucoup d'argent, mais le phénomène d'accoutumance fait que on est constamment dedans, avec dans la notion qu'on va gagner quelque chose. Et ces addictions aux écrans ont presque les mêmes impacts, et c'est le même processus que les addictions avec les substances. Notamment, on les appelle les addictions sans substance. Donc c'est un sujet vraiment très très important. Et pour finir, pour les enfants, le recrutement se fait un peu plus tôt, un peu comme les addictions aussi avec les substances. Plus on commence jeune à être addict, ça devient plus difficile d'arrêter. Quelqu'un qui a commencé à fumer à un âge très avancé, on dira comme ça qu'il a beaucoup plus de chances. C'est beaucoup plus facile d'arrêter que quelqu'un qui n'a pas arrêté. Je pense que les firmes aussi en ont profité pour recruter aussi les enfants avec les tablettes éducatives et tout.
Mais dans la réalité, les enfants n'ont pas besoin d'écran. D'accord. Il y a des écoles, notamment au nord de l'Europe, les écoles scandinaves et autres, où ils bannissent les écrans au niveau des enfants. C'est les écoles tech-free. Oui. Ouais, ah oui, oui. Non, mais là, il n'y a pas 50 minutes. Là, il y a des heures et des heures et des heures. Le sous-développement du cortex préfrontal, la gestion des émotions, etc. Oh, il y a des choses à dire. Hein. Il n'y a pas quelque chose à dire. En tout cas, merci pour la remarque par rapport à ce temps qu'on peut passer, puis les postures et les dangers. J'aimerais poser une question, et peut-être pour toute la salle. Aujourd'hui, il a été prouvé, dans certains cas, au moins à partir de 10-12 ans, un certain nombre d'enfants se sont déjà retrouvés avec un contenu pornographique, une vidéo pornographique. Les parents ne savent que faire, comment protéger, comment aider. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pratiquement pour protéger son enfant de la pornographie, qui commence très tôt, malheureusement, à cause des écrans qui sont omniprésents? Alors, il faut savoir que dans le classement des sites, chaque année, on doit retirer dans le classement des sites les plus visités du monde les sites non pornographiques. Parce qu'ils seraient forcément tous premiers. Parce que c'est si facile d'accès. Je recommande d'abord, déjà, il y a des navigateurs. Si vous tapez navigateur Internet, vous savez, on a tous Edge ou Google, Chrome ou Firefox. Eh bien, il y en a qui bloquent les sites pornographiques. Donc ça, il y a ça. On peut aussi utiliser, alors, c'est un terme un peu technique, ça s'appelle un DNS. En gros, c'est un annuaire. Vous pouvez changer l'annuaire de votre ordinateur pour qu'il n'y ait pas de site internet dedans. Comme ça, ben, ça va dire résultat non trouvé. Alors que si, le site existe. Mais c'est bloqué. Donc ça, souvent, c'est un spécialiste auquel on peut faire appel ou une personne qui s'y connaît. C'est vraiment pas difficile. Donc le DNS, les bloqueurs. Il y a une règle qui s'appelle 36912 qui gère l'écran en fonction de l'âge. Normalement, c'est pas d'écran seul, pas d'internet seul avant 12 ans. Et le psychologue qui en parlait, il recommande vraiment, ne dites pas c'est mal. Parce que du coup, il va être tenté de voir ce que c'est. Mais expliquez-lui, tiens, cette personne-là, elle est en train de frapper l'autre. Est-ce que c'est une bonne chose? Faites réfléchir sur ce qu'il est en train de voir pour développer un peu sa conscience par rapport à ce sur quoi il va tomber. Quoi d'autre? Ben, il y a tellement de solutions. Ah oui, le contrôle parental aussi, vous pouvez le mettre, mais faites-le quand il n'est pas là, parce qu'ils sont très malins. On est d'accord. Et le nombre de contrôles parentaux qui n'ont servi à rien, je suis bien placé pour le savoir. Donc, le contrôle parental, faites-le avec un mot de passe compliqué, sans qu'il soit là. Voilà, pour contrôler l'usage. Mais oui, de manière générale, ce serait lui donner une conscience et lui bloquer les accès. Vous pouvez voir des informaticiens pour ça. Ils ont plusieurs manières de bloquer l'accès. Une fois, je suis allé dans une conférence, ils bloquaient l'accès des sites porno au niveau de la box Internet. Alors, autant dire que même moi, je ne peux pas y toucher. Donc, voilà, l'idée, ce serait de bloquer l'accès parce que ne comptez pas sur eux. Moi, j'avais 13-14 ans, première fois que j'en ai vu, et c'était même pas moi. C'était un ami qui m'a montré une image d'une fan du PSG, pas très habillée. Donc, tant qu'à faire, essayez de verrouiller à la maison avec des navigateurs qui bloquent. Et surtout, si vous pouvez, par exemple, mettez l'ordinateur dans le salon ou quelque part comme ça. Comme ça, on peut jeter un œil et puis on voit ce qu'il regarde. Les parents ont peut-être fonctionné déjà comme ça. Hein? L'ordinateur, on regarde à l'intérieur. Il y avait une question, on va prendre encore peut-être 2 autres questions. Ah, on a répondu à ta question. Mais en tout cas, voilà, merci. On peut emmener le micro. En tout cas, certains parents ont déjà compris que l'ordinateur, on le regarde à l'intérieur. Les écrans, c'est à l'intérieur. Au moins ça peut aider. Oui ?
Bonsoir, alors je suis jeune étudiante lycéenne et vous avez parlé de la méthode Pomodoro. Et de nos jours, on a beaucoup accès aux écrans qui remplacent nos cahiers, les ordinateurs, les tablettes. Et est-ce que vous nous conseillez de travailler sur les écrans ou sur les cahiers, le papier? Ça dépend. Je m'explique. Parfois, j'ai besoin d'être à 50% concentré. Là, être sur une tablette, ça ne me dérange pas. Surtout que j'ai ma petite liste. Donc, je sais ce que je dois faire. Donc là, il n'y a pas de souci. Par contre, je te dirais, quand la concentration doit être intense, efficace, je recommande toujours le papier. Le papier, c'est quand même mieux. Surtout, il faut prendre le temps de poser les idées. Tu vois? En fait, ça va tellement vite, et je me suis rendu compte de ça. Des fois, je me dis, mais qu'est-ce que je devais faire déjà? Pourtant, j'ai ma liste, hein. Mais qu'est-ce que je devais faire? Donc, dès que l'esprit n'est pas calme et apaisé, dès que tu n'arrives plus à te concentrer, papier, crayon à l'ancienne. Voilà. Et après, quand c'est maîtrisé dans ton esprit et que tu sais exactement ce que tu vas faire, tu peux passer au numérique. Par exemple, moi, ce que je fais le matin, je commence par méditer. Ma Bible papier pour entrer dans cet état de concentration-là. Ma Bible papier. Il y aura un débat, en tout cas samedi, sur le numérique papier, tablette à l'église, portable. Donc on va revenir sur ça, le grand débat samedi. Oui, une question devant. Même le téléphone portable numérique avec la Bible peut poser des problèmes à certains moments. Après, vas-y. Ce n'est pas une question, je vais suivre l'exemple de mon frère. Et simplement... Rapproche ton micro un peu plus. Simplement partager une expérience. Je suis père d'une belle famille, on va dire, parce que j'ai 6 enfants. Et 6 enfants, entre le premier et le plus jeune, il y a 14 ans de différence. Donc j'en ai tous les âges. Et maintenant, je suis grand-père d'une dizaine de petits-enfants. Autant dire 10 plus 1. 10 plus, c'est facile de me le rappeler. Et en fait, la méthode que j'ai employée, parce que jusqu'à maintenant, ils maîtrisent des choses, c'est de les aider à grandir. Premièrement, en donnant l'exemple, et deuxièmement, en priant. Et quand j'ai prié, le Seigneur me donne une réponse adaptée à chaque enfant. Et c'est pas un secret pour beaucoup de mes bien-aimés qui sont là. Et je vais partager ce secret avec ceux qui ne le connaissent pas. Chaque nuit, je me réveillais à 3 heures du matin, aux environs, et je priais pour chaque enfant dans la chambre. Quand ils ont grandi et que je ne pouvais pas me permettre cela, je priais à la porte de la chambre. Et j'ai, dès le départ, pour une question, quelque chose que l'enfant me demandait, je lui disais, je vais prier pour ça. À tel point qu'à un certain moment, les enfants me disaient, mais je vais pas la peine, c'est pas la peine que je te demande, parce que je sais que tu vas me dire non. Je leur disais de demander quand même. Et quand je priais, à leur grande surprise, le Seigneur me disait de leur accorder cela. Et lui-même, il se chargeait de la chose. Voilà simplement la contribution. Merci en tout cas pour ton témoignage. Priez vraiment pour nos enfants. Une dernière question avant de
de nous séparer. Sinon, oui, ce sera la dernière. Bonsoir. Et je voudrais vous parler d'un fait, c'est-à-dire que l'écran, on en a beaucoup parlé comme quelque chose de négatif, je trouve. Mais en fait, comment transformer l'écran en quelque chose de positif qui peut nous rapprocher de Dieu? Par exemple, rapproche au micro. Par exemple, moi, j'utilise le plus souvent mon écran pour, par exemple, écouter des louanges ou voir certains messages chrétiens. Donc, comment le portable, on pourrait le transformer en quelque chose de plus positif pour nous rapprocher de Dieu? Transformer ce qui est négatif en chose positive. J'aime ce que tu as dit. Utiliser ce que le monde a utilisé pour nous manipuler et l'utiliser pour Dieu. Mais moi, par exemple, quand j'utilise ma Bible papier, bon, pas de polémique, hein. Quand j'utilise ma Bible papier, j'ai mon ordinateur ouvert avec le site Top Bible. Comme ça, à la première question que je n'arrive pas à comprendre, je vais comparer les versions, lire les commentaires. Ça va beaucoup plus vite que si j'avais ma Bible. Ma louange, elle est partout. Elle est dans ma voiture, elle est partout, elle est dans mon téléphone. En France, quand j'étais dans le métro et tout, c'était pas facile. J'avais ma louange dans mes oreilles. Quand j'écoute un message et que je suis un peu lent pour chercher dans ma Bible papier, parce que j'aime bien prendre mon temps de chercher, eh bien, je viens le dimanche matin avec ma Bible numérique et je trouve plus vite. Ou je prends des notes, comme ça m'évite d'avoir un cahier que j'ai encore oublié à la maison. On peut vraiment tout utiliser comme ça, en fait, pour nous, comme tu le fais. Utiliser des louanges. Moi, par exemple, pour te dire, j'ai prié cet après-midi pour ce soir. J'ai utilisé, pour ceux qui savent ce que c'est un VPN, donc c'est un logiciel qui te localise ailleurs, pour me localiser en Angleterre, parce qu'il y a des musiques que je ne pouvais pas entendre quand j'étais localisé en Martinique. Je les ai écoutées, j'ai médité à partir de ça, et ensuite, j'ai commencé à relire pour voir si j'ai pas fait une faute, qu'est-ce que tu vas dire là, etc. Donc non, utilisons tout ça pour Dieu. Les réseaux sociaux, même si c'est une méditation d'1 minute, eh bien, imagine, bon, je dis ça au pasteur Duno, mais ça lui fait une charge de travail. Un exemple, hein. La minute du pasteur. Vous faites une émission sur TikTok. Chaque jour, 1 minute, un verset, une petite méditation. On peut l'utiliser pour nous aussi. Et je suis d'accord avec toi, il faut qu'on l'utilise pour nous chrétiens, pour parler de Dieu. Alors, je laisserai cela à Rebecca. Elle est missionnaire et elle le fait très bien sur TikTok. Je l'encourage, je l'invite à se tenir debout parce qu'elle est entre les deux générations. Elle fait de très bonnes choses sur TikTok. Des fois, je regarde les profils que les gens mettent sur leur profil. Hein. Je vois beaucoup de profils avec beaucoup de nourriture, mais ça ne m'intéresse pas. Ce qu'on a mangé au dernier restaurant. Mais notre sœur fait des choses formidables sur TikTok. Et donc, il n'y a pas que du mauvais. Moi, ce n'est pas trop mon truc. Je suis plutôt Graphé TV. J'ai dit ça pour l'exemple. Je sais. Mais en tout cas, si vous avez envie de produire des choses, bien utiliser le téléphone, on peut se rapprocher de Rebecca. Elle a travaillé avec Jeunesse en Mission. Elle pourra vous donner quelques idées. Et vous-même, vous pouvez faire des choses qui sont bien. Et il n'y a pas que du mauvais, je pense que vous l'avez compris, avec le numérique. Alors, je tiens à vous préciser, merci en tout cas à Sullivan. On pourrait encore rester comme ça jusqu'à 9h, mais nous avons dépassé de quelques minutes le temps qui nous était imparti. Mais la semaine n'est pas finie. Il ne faut pas nous manger tout ça, nous n'y un seul coup. En nous quitter pour demain soir, si vous trouvez miel manger, juste quand ça a besoin. Parce que l'eau manger trop, pourquoi il chargé et pourquoi il renouvelé. Ça, j'ai traduit en créole, un proverbe de l'écriture. Nous allons continuer demain soir avec Samuel Delma, le docteur Delma. Je crois qu'il est dans la salle. J'ai cru l'avoir vu. Oui, mets-toi debout pour qu'on te voit déjà. Il sera donc avec nous demain. Il est médecin au CHU du Lamentin. Il est aussi responsable d'église à la mission chrétienne de Fond-Laillé. Et demain soir, nous parlerons de chrétiens évangéliques et les mutations en lien avec la santé. Donc, tout ce qui sera biomédecine, biotechnologie, quelle humanité prépare-t-on? Et puis, tout ce qui concerne les recherches sur l'embryon, l'eugénisme, et les transplantations artificielles, avec des organes d'animaux aussi. Comment va-t-on se comporter face à toutes ces évolutions? Donc, c'est demain soir qu'on vous donne rendez-vous. Je ne vais pas dire à la même heure, parce que si je vous dis à la même heure, vous êtes arrivé à 18h45.
Essayez d'arriver à 18h30 pour qu'on puisse vraiment, je sais que ce n'est pas facile, commencer à l'heure et puis pour qu'on puisse avoir vraiment plus de temps pour les questions. Alors avant de partir, je tiens à vous préciser, il y aura des ateliers samedi. Des ateliers, donc le grand débat, ce sera de permettre à chacun de pouvoir s'exprimer, de poser des questions et d'y répondre dans des groupes. Donc il y aura un atelier sur l'ère numérique et les nouveaux défis, l'intelligence artificielle. Un deuxième atelier avec la représentation numérique dans le culte, l'impact dans le culte, hein, la virtualité, la spiritualité. Un troisième atelier, les évolutions morales et notre responsabilité dans la société. Un quatrième atelier sur la musique. Un dernier atelier sur les transitions écologiques et énergétiques en rapport avec la fin des temps. Donc, chers amis, si vous pensez être intéressé par l'un des sujets, vous l'avez dans le document. Inscrivez-vous avant de partir dans un atelier. On essaiera quand même de faire en sorte que les ateliers soient équilibrés. Donc, c'est dans votre document qui vous a été remis. Auprès, ils peuvent déjà se mettre à la sortie. Auprès des étudiants de l'UFB, inscrivez-vous dans l'un des ateliers. Et puis, demain soir, on se donne rendez-vous avec chrétiens, évangéliques et les mutations en lien avec la santé. Donc, invitez encore vos amis, soyez là. Et puis, on prendra un temps encore pour partager sur ces problématiques. Merci à Sylvie Livan. Tous ces sujets, on y reviendra aussi là-dessus samedi matin. Voilà, je vous invite à vous tenir debout, on va prier. Et je demanderai à mon frère Daniel Ducteil, responsable aussi de cette église, au Lamentin, de venir jusqu'ici et de prier pour nous envoyer à notre domicile. Bonsoir à tous, nous prions. Nous te disons merci, notre Père, parce que tu nous as donné une occasion formidable de pouvoir comprendre un peu ce qui se passe autour de nous. Chez nous-mêmes, avec les écrans, nous voulons être attentifs, écouter et revoir aussi nos propres pratiques par rapport, mon Dieu, à ce que nous avons entendu ce soir. Beaucoup de nous, nous avons des enfants, des petits-enfants également, et nous voyons leur évolution par rapport au numérique. Alors nous te demandons, Seigneur, encore de la sagesse, de la compréhension, du savoir-faire, selon ce que notre frère Sullivan nous a dit ce soir, pour pouvoir travailler efficacement, Père Céleste, mon Dieu, afin d'amener nos enfants, les petits-enfants, à ce qui est juste. Nous prions aussi pour le reste de la semaine, chaque intervenant, chaque soirée, chaque thème abordé, afin que nous puissions comprendre et librement aussi poser des questions, pour voir, parce que nous avons beaucoup de questions qui sont là, qui ne sont pas encore exprimées, Seigneur. Nous prions pour que nous puissions parler et faire ressortir ces choses et que nous puissions recevoir des réponses. Veuillez nous bénir ce soir, nous permettre de rentrer chez nous dans la paix et veuillez nous accompagner au nom de Jésus. Amen. 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 Bonne soirée, merci d'être venu et puis pensez à vous inscrire pour l'atelier. Et on se donne rendez-vous à demain soir.